Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle webconférence organisée par Miroir Social en partenariat avec Sextant Expertise et Oasis Mobilisation. Donc, c'est la deuxième série de webconférences qu'on organise avec Oasis et Sextant. Vendredi dernier, c'était comment on accompagne ceux qui partent. Et ben, ce vendredi, c'est comment on fait en sorte que ceux qui restent gardent la motivation, restent engagés, post-transformation. Donc, vaste sujet. Donc, merci à Oasis et à Sextant de porter cette rencontre. Et merci à nos trois intervenants. Alors, pour l'instant, vous en voyez deux, mais notre troisième va nous rejoindre. Donc, merci François Omril, président de la CFE-CGC, d'intervenir sur ce sujet. Et merci à Claude Josserand et excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Laurent Richard. Laurent Richard, vous êtes tous les deux représentants CGT de Nokia, donc bien connu malheureusement pas mal pour ses PSE. Voilà. Et donc Pascal Murciano qui va nous rejoindre, qui est donc PDG de Tech Data et donc qui devrait nous rejoindre, mais on a des petits soucis de connexion. Donc simplement, et donc moi je suis Rodolphe Ederlé, je suis le rédacteur en chef de Miroir Social et je vais avoir le plaisir de matiner cette 1h30 d'échange. N'hésitez pas à poser, je vais couper les petites notifications qui font du bruit. N'hésitez pas à interagir dans le chat en rebond des interventions de ce que vous allez écouter. N'hésitez pas à la bonne franquette. Et si vous voulez, si vous avez des questions un peu plus structurées, n'hésitez pas à la poser dans la rubrique questions. Et par ailleurs, on vous propose un certain nombre de sondages. Hein, le troisième onglet qui c'est un peu le fil directeur, le conducteur de nos échanges. En tout cas, ça va permettre de les ponctuer. On est nombreux, donc vous êtes nombreux ce matin, donc n'hésitez pas à répondre. Ça peut donner l'ambiance, à défaut d'être complètement représentatif, ça donnera l'ambiance de la salle et c'est déjà pas mal dans le contexte actuel. Donc simplement pour moi, pour lancer les sujets, la semaine dernière, il a été vraiment question, on a vraiment mis l'accent sur le fait qu'une négociation de restructuration, ça pompait de l'énergie pour les représentants du personnel. C'était une source de pression pour les représentants du personnel parce que c'est une pression croisée à la fois de la direction et à la fois des salariés qui mettent la pression, sous des formes diverses et variées. Donc c'est assez fatigant pour des représentants du personnel. Et par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est le constat qu'on peut faire, c'est de voir qu'il y a quand même pas mal d'élus qui se positionnent sur les plans de départ. Alors pour moult raisons. Et après, la question corollaire à ça, c'est de voir qui y a derrière pour ceux qui restent. Donc, quel état de la représentation du personnel post-structuration par rapport à salarié qui reste. Voilà. Pour lancer les sujets, Isabelle et David, je vous propose de commencer en introduction pour nous expliquer vos positionnements respectifs sur le sujet qui nous concerne ce matin et un peu votre regard. On parle souvent, et c'est vous qui m'en avez parlé, vous deux, de façon croisée et de façon concomitante sur la notion de syndrome du survivant. Alors, quelle illustration en fonction de vos positions respectives vous y attribuez à cette notion? Isabelle, David. Bonjour. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc je reprendrai en quelques mots ce que fait Sextant. On est un cabinet d'experts comptables qui travaille pour les CSE et en accompagnement souvent de ces plans. Le syndrome de survivant, on en parle beaucoup puisque ce que l'on voit, nous, quand on accompagne, c'est que si les négociations portent très souvent sur les aspects sortis, et c'est bien légitime de maximiser l'accompagnement qui est proposé aux salariés dont l'emploi va disparaître. Ce qu'on note, c'est que bien souvent, la partie accompagnement de la nouvelle organisation et moyens donnés aux salariés restants est un peu minorée. On en reparlera plus tard, et pas suffisamment prise en compte, et ce qui peut générer un mal-être, voire des sorties qui continuent. Enfin voilà, on en parlera plus en détail dans la matinée. Merci Isabelle. David. Merci Rodolphe. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, pour ma part, David Destock, moi je travaille dans un groupe qui accompagne les femmes et les hommes dans leur transition de carrière professionnelle, donc dans les mobilités, volontaires ou subies. On va parler de mobilité subie en partie. Et pourquoi le syndrome du survivant nous intéresse? En fait, il nous intéresse sous l'angle symptômes
du survivant pour l'organisation, le collectif. Il nous intéresse aussi par rapport à l'individu, comment les individus vivent, ressentent à la fois celles et ceux qui sont en situation de mobilité, mais aussi celles et ceux qui doivent rester et faire en sorte que l'organisation redevienne pérenne. Et puis le troisième aspect que j'aimerais aborder avec vous, puis avoir un échange avec François, Claude et Laurent et Isabelle, c'est aussi à voir quelles sont les limites en termes de dispositifs, les limites aussi par rapport au manque d'implication, et on en parlera, des managers et au manque de prise en compte de ces relais qui sont essentiels sur la survie des entreprises en tout cas. Voilà. Entendu. Merci David. Message reçu. Alors, Pascal nous a pas encore rejoint, donc on va un peu modifier le fil rouge, le conducteur qui était prévu. Simplement, moi, avant que Pascal nous rejoigne, et j'espère que ça sera le cas parce que ça sera vraiment intéressant de l'entendre en tant que PDG d'une structure sur le high-tech, et ben voilà. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Ah bah alors là, on va dire que c'est pile poil. Hein. J'étais en train d'inverser le fil conducteur. Bonjour Pascal. Vous connaissez? Comment? Ça s'appelle l'homme qui tombe à pic. Voilà, c'est exactement ça. Bon, bah, Pascal, c'est nickel. Vraiment raccord. Donc, Pascal, vous êtes donc le PDG de Tech Data. France, donc vous êtes 850 en France, c'est un groupe, vous êtes 15 000 dans le monde, l'originalité, donc vous êtes sur le B2B et vous fournissez de l'équipement aux entreprises, que ce soit sur le réseau ou l'équipement également des salariés informatiques, hein. Et vous avez été donc récemment racheté par un fonds d'investissement. Vous, en tant que dirigeant, quels sont les ingrédients pour faire en sorte que la confiance soit là sur des restructurations possibles à venir pour les salariés qui sont en poste actuellement chez Tech Data? Alors, on va parler à notre échelle. Comme vous le disiez, on est un peu moins de 800 en France, 15 000 dans le groupe, mais à notre échelle en France, en tout cas, on est 800. On travaille dans le métier de la distribution, qui est un métier où les marges sont faibles, où la gestion des coûts doit être vraiment faite au cordeau. Et donc, oui, on est amené parfois à devoir réduire les effectifs, à améliorer la productivité et parfois aussi faire des restructurations. Nous, ce qu'on s'est toujours dit et ce qu'on communique aux employés d'une manière générale, c'est qu'une restructuration, ça ne doit pas être perçu comme un élément exceptionnel, mais ça fait partie de la vie de l'entreprise. Au cours de sa vie, il y a des moments où il faut restructurer. Mais ce que je crois, c'est que une restructuration, et surtout quand elle donne lieu à un plan social, à un PSE, elle peut être vécue comme un traumatisme par les employés et générer ce sentiment d'insécurité qu'on craint tous, en fait, pour ceux qui restent. Et c'est un peu de ça dont on parle. Et pour nous, c'est exactement ce qu'il faut éviter et ce qu'on essaie de tempérer le plus possible parce que ça peut générer une perte d'engagement de la part des employés, une baisse de motivation et de fait un impact sur la satisfaction des clients. Et donc, pour bien gérer l'après-restructuration, il faut bien gérer la restructuration elle-même. Et ce que ça signifie pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on a appliqué jusqu'à présent et qui a plutôt bien fonctionné, c'est que pour moi, il y a 3 ingrédients qui sont clés. C'est l'anticipation. Pour bien préparer, il faut anticiper, utiliser le turnover naturel comme levier pour la mobilité, former les employés, développer les compétences. Le deuxième aspect qui nous semble très, très important, c'est la communication et la transparence. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Si on anticipe, il faut expliquer aux gens pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment est-ce qu'on va accompagner le mouvement et la restructuration. Il ne faut pas faire de la restructuration un sujet tabou et ce qui est important, c'est de rassurer les gens. Et enfin, le troisième ingrédient qui est important, c'est de plus en plus un état d'esprit dans le groupe et c'est rassurant même en tant que dirigeant d'une filiale, c'est essayer de mettre une dose importante d'empathie et de bienveillance à l'égard des employés. Et ça veut dire quoi? On n'est pas dans un monde… Voilà, on n'est pas dans un… ça veut dire quoi, bienveillance? Parce que le terme, on peut le prendre sous multiples facettes. Hein. Et en fait, il faut faire et exprimer surtout qu'on cherche à limiter autant que possible le nombre d'employés qui resteront sur le carreau, qui ne trouveront pas d'emploi ensuite, etc. Donc, on va beaucoup travailler sur la mobilité interne et c'est pour ça que l'anticipation est super importante parce qu'il faut pouvoir créer
des postes vacants à un moment donné pour pouvoir les combler avec des gens qui sont sur les départs ou qui doivent partir. Il faut travailler sur le reclassement et la reconversion des métiers. Alors, on est beaucoup sur des métiers, on a une grosse partie de métiers logistiques, mais je dirais que c'est pas là où on a les restructurations, parce que quand il y a de l'activité, on a toujours besoin de personnel et on a quand même un volant d'intérimaire qui est élevé. C'est surtout sur les employés de bureau, on a des forces commerciales qui sont importantes, marketing, et des forces administratives. Et on essaie justement de former les gens et de les encourager à la reconversion quand c'est possible. Et quand c'est pas possible, après, il faut les accompagner. Il y a des cabinets qui sont spécialisés là-dedans. Ça doit faire partie du plan plan de sauvegarde de l'emploi quand on le construit. On essaie de les accompagner. Alors, je parle à mon échelle. On est 800 en France. Quand on fait des plans, on ne parle pas de 2000 employés. Quand on parle de quelques dizaines, tout au plus. Vous avez fait un PSE il y a 2 ans, c'est ça, avec 30 voilà, personnes. on a fait, c'était le premier qu'on faisait. On a toujours travaillé en perlé, c'est-à-dire que voilà, quand on avait des réductions à faire, on travaillait au cas par cas et doucement et dans le temps. La première fois qu'on a eu à faire un PSE, c'était il y a 2 ans, parce que le groupe a décidé de centraliser, comme c'est souvent le cas dans les groupes, de centraliser certaines fonctions à l'étranger. Et donc voilà, c'était une période très très difficile, parce que on ne savait pas comment approcher un PSE. C'est un vrai traumatisme, même pour les dirigeants, parce qu'on ne souhaite pas faire, on ne souhaite pas mettre des gens dehors. Et donc, on l'a beaucoup travaillé avec le DRH. Et je dois dire que ça a bien fonctionné, parce qu'on y a mis les ingrédients que j'ai évoqués, c'est-à-dire anticipation, communication, transparence et empathie. Voilà, montrer aux gens que voilà, on va tout faire. On n'a pas 100% de réussite. Mais en tout cas, je pense qu'il y a 70% des employés au minimum qui ont retrouvé un emploi très très vite. Il y en a quelques-uns qui ont décidé de faire complètement autre chose, et quelques-uns qui ont eu du mal à retrouver. Mais voilà, on a accompagné le mouvement, et alors, ça crée un traumatisme quoi qu'il arrive. Hein, on va pas y échapper, mais en tout cas, on sent que ça a plutôt rassuré. Et quand on doit reparler de restructuration ou autre, ça passe beaucoup mieux, parce qu'ils savent qu'on l'a accompagné et qu'on a fait des efforts. Pascal, quand on préparait votre intervention, vous m'expliquiez qu'il y a le côté bouche à oreille, c'est-à-dire ceux qui sortent, la façon dont ils ont été accompagnés, ils vont la rapporter d'une façon ou d'une autre à ceux qui restent, et donc il y a un effet de bouche à oreille qui fait que de toute façon, ça se fait, quoi. Bien sûr, les employés restent en contact les uns avec les autres, donc ils se disent tout jusqu'au bout, jusqu'à la fin du processus, et ça c'est important, parce que finalement ceux qui restent entendent et savent. Alors nous, on fait en sorte de communiquer aussi, parce qu'on veut rassurer, on ne veut pas que les gens se sentent en danger en permanence. On dit les choses, on leur dit une restructuration, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Il y en a une, peut-être qu'il y en aura d'autres, décentralisation. On n'a pas de visibilité, mais il y en aura peut-être d'autres dans l'avenir. Mais on essaiera de les accompagner autant que possible et le mieux possible. Et c'est ce qu'on fait. Alors là, on n'a pas de PSE, mais on travaille sur des réorganisations et des restructurations. Et là, on arrive à recaser les gens à faire de la mobilité interne, mais encore une fois, parce qu'on l'anticipe. C'est pas toujours facile. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est un monde idéal, etc. C'est difficile. Il y a des écueils. Parfois, ça fonctionne pas, mais en tout cas, on essaie de le faire fonctionner pour la majorité des employés concernés. Okay. Vous avez aussi dit que vous, de façon aussi, vous jouez sur le turnover aussi par ailleurs, et vous avez un turnover de environ 10%. Dans quelle mesure ça pourrait être plus, mais c'est quand même pas neutre. Est-ce que un turnover comme ça c'est pas incompatible du tout avec le fait qu'il y a vraiment sens du collectif au niveau de Tech Data? En fait, le turnover, alors il n'est pas bien d'un point de vue, ça coûte de l'argent à l'entreprise, un turnover, il faut le réduire. On a un turnover que j'estime être relativement élevé, on est à 10-15%, parce qu'on a une population jeune, et puis voilà, ça tourne plus vite. Ceci étant dit, ça nous permet donc de libérer des postes. Donc, quand on anticipe, par exemple, on met des intérimaires ou des CDD à des postes qui sont vacants, pour être en mesure, quand on sait l'anticiper, de recaser, de remplir ces postes avec des gens qui doivent quitter à cause d'une restructuration. Et c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner autant que possible. Entendu. Une petite. Je précise que chez Tech Data, vous avez un seul syndicat et c'est la CGT. Voilà, hein, c'est ça.
Ouais, vous négociez avec la CGT. Alors, vous avez, alors comme quoi, il y a c'est histoire de tordre le cou à certaines visions qu'on peut avoir. Donc, comme je le précisais, vous avez été racheté par un fonds d'investissement. Et cette année, dans le cadre de la crise sanitaire qu'on a, le groupe a fait alors, il y a une décision corp qui a été prise, qui est pas neutre et qui est dans le sens de notre échange de ce matin. Ça a du sens. Et je vous laisse le dire. Enfin, c'est quoi Ouais, bon après, c'était un geste exceptionnel, je ne sais pas si on le refera, mais ce qui est important pour nous en tant que dirigeants, c'est aussi de savoir qu'on appartient à un groupe qui change d'état d'esprit. Depuis 3-4 ans, c'est vrai que l'état d'esprit a changé dans le groupe, où on met des doses de bienveillance à l'égard des employés, enfin, où on va considérer, parce que bienveillance, ça paraît un peu galvaudé, mais en tout cas, on a défini le capital humain comme étant faisant vraiment partie de la stratégie de l'entreprise, la ressource humaine comme étant une ressource clé. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le côté ressources humaines, l'engagement des employés, la formation, l'intégration. Enfin, il y a beaucoup d'actions qui sont menées à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en fin d'année, l'année a été très difficile. On est dans un secteur où on n'a pas été trop pénalisé. On a été pénalisé évidemment comme tout le monde, mais pas trop. Je veux dire, des secteurs qui ont été complètement sinistrés. Nous, on vend des technologies, donc on a vendu beaucoup de PC. On a vendu beaucoup moins d'autres produits de technologiques, mais en tout cas, les PC, on a vendu beaucoup. Donc, on a été plutôt épargné. Et en fin d'année, le CEO du groupe a décidé de donner une prime assez conséquente de $1000 pour chaque employé. Donc, en accord avec le fonds. Donc, des fois, on a des images des fonds qui sont négatives. En tout cas, le nôtre a accepté ce geste et ça a été très bien perçu par les employés. Mais tout ça donne aussi confiance aux employés. Ça coûte cher aussi, il faut pouvoir se le permettre à un moment donné de la vie de l'entreprise. Mais en tout cas, ça donne confiance et les retours ont été vraiment intéressants de la part des employés, quoi, très positifs. Merci Pascal, merci de cet éclairage. Alors il y a des questions, on va essayer de les digérer un petit peu, on vous les reposera, ça tombe, donc n'hésitez pas. Et puis je note que dans le chat, très bien l'initiative de se présenter et où vous en êtes dans vos situations particulières, donc super, et interagissez dans le chat et vraiment profitez-en. Donc merci Pascal, et n'hésitez pas à intervenir quand vous le sentez, etc., à rebondir, voilà. On aura l'occasion tout à l'heure de reparler un peu des enquêtes de climat interne que vous avez faites, etc., de façon globale. Isabelle, tu en as parlé un peu en introduction, cet équilibre, la capacité à intégrer les conditions de travail dans les plans de restructuration. Alors, c'est là, tu as l'occasion un peu de développer un peu cette part-là. En théorie, ça devrait représenter quoi, et dans la réalité, ça représente quoi, avec quelle incidence? Oui, alors en fait, je rejoindrai Pascal sur plusieurs points. L'anticipation, effectivement, ça paraît incontournable, et pourtant, nous, ce sur quoi on travaille de plus en plus, et ce en quoi l'évolution légale nous aide, c'est que auparavant, quand on lançait un PSE, l'information et consultation a porté sur un livre 2, qui est un projet d'organisation, une motivation économique et un projet de changement d'organisation, et puis un livre 1 qui est l'accompagnement, les mesures visant à limiter les départs et les mesures d'accompagnement. Et depuis plusieurs années déjà, la REFNAC est venue un peu bousculer tout ça avec une obligation pour l'employeur de prévoir une anticipation des évolutions de conditions de travail, qui est encore renforcée par la mise en place des CSE, puisque désormais, quand on informe et on consulte le CSE, de fait, on informe et on consulte sur les conditions de travail également. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que dans notre traitement de ces PSE, de plus en plus souvent, sauf cas vraiment particuliers, on embarque une dimension sur les conditions de travail des gens qui restent finalement dans l'étude qu'on fait. Et c'est d'autant plus important que l'employeur a une obligation de prévention des risques pour ses salariés.
et une restructuration pour les salariés qui restent, ça embarque un certain nombre de facteurs de risque. On pense assez spontanément aux facteurs de risque sur les situations de travail dégradées. Mais en fait, quand on regarde la liste des facteurs de risque, quasiment tous sont concernés, puisqu'il peut y avoir soit des pertes, soit des augmentations d'autonomie importantes, soit des conflits de valeurs, soit des impacts sur les exigences émotionnelles. Et puis, évidemment, les plus évidents, c'est la question de la dégradation des rapports sociaux après une restructuration, où on peut se retrouver soit avec des taux d'encadrement très augmentés, soit très diminués, parce qu'on peut aussi se retrouver avec les cas où des activités sont délocalisées et donc des managers dont le rôle change finalement, hein, où ils n'ont plus un encadrement direct, mais un encadrement d'activités sous-traitées. Et l'autre aspect très important, c'est la question de l'intensité de la charge de travail, qui est souvent considérée avec beaucoup d'optimisme, finalement, dans les projets. Et là, nous, dans nos études, on essaie de qualifier réellement quel impact peut avoir le changement d'organisation en partant du terrain, en fait, hein, des observations terrain, des échanges avec les salariés concernés. Et donc, on essaie d'apporter des éléments au débat le plus objectif possible sur ces aspects-là. L'autre aspect qui est important dans tout ça, c'est évidemment de prévoir également les impacts que ça peut avoir sur la motivation des salariés, parce que ce qui peut arriver, alors je pense notamment dans les cas où il y a des plans de départ volontaires, où on se dit qu'on va minimiser les impacts sociaux en laissant partir les salariés les plus employables, ce qui est très bien, mais ce qui peut aussi poser un problème, puisque dans un certain nombre de cas, et on voit malheureusement fréquemment, quand on ouvre la porte un peu largement, on a des risques de perte de compétences qui sont importants, et avec des effets de bord pour les salariés qui restent, puisque ces pertes de compétences, elles doivent être comment dire, traitées d'une manière ou d'une autre. Donc les tâches peuvent retomber sur des salariés qui n'ont pas forcément les compétences qui vont bien. Et malheureusement, ce que l'on voit dans la partie accompagnement de l'évolution de l'organisation embarque très peu souvent des volets formation. Très, très peu souvent. Ouais. Ça, on aura l'occasion d'en reparler, Isabelle. Mais par contre, ce que tu disais là sur dans quelle mesure aussi tu parlais de le côté, tu as un exemple en tête, hein, d'entreprises qui ont ouvert les vannes et qui ont laissé partir des salariés très employables. À l'inverse, une direction qui va vraiment circonscrire le périmètre, dans quelle mesure elle va générer de la frustration pour ceux qui voulaient prendre le plan et qui vont se retrouver retoqués. Alors, en fait, toute la question, c'est le projet qui est proposé finalement. C'est-à-dire qu'on génère de la frustration si le projet proposé n'est pas très clair, n'est pas très motivant. Et là, on touche vraiment à une question qui est cruciale, c'est est-ce que le projet qui est proposé, il vise simplement à colmater une brèche financière bien souvent, hein, ou est-ce que derrière on a un réel projet auquel faire adhérer les salariés, et ça c'est crucial, c'est-à-dire que ça se travaille non seulement au moment du PSE en tant que tel, mais ça se travaille aussi au moment où on présente les orientations stratégiques, et pour nous il apparaît très important qu'il y ait une communication en continu de l'entreprise autour de son projet et autour des moyens qu'elle met pour le mettre en place, que ce soit au moment des orientations stratégiques et des autres consultations légales, hein, au cours de l'année, que ce soit dans la négociation sur la GEPP et en prévoyant, en anticipant avec des plans d'évolution des compétences qui soient dignes de ce nom. Et surtout qu'il y a des nouveaux outils, je pense aux transitions collectives qui viennent d'être décrites, qui peuvent apporter des volants d'anticipation aux entreprises.
y compris en élargissant le cadre à un territoire, par exemple. Donc, je pense que la frustration, elle naît d'un manque de définition d'une perspective, plus que si la perspective, c'est d'avoir un chèque, effectivement, si on est strict sur les compétences qu'on veut garder, on les perdra de toute façon parce qu'il y aura frustration et les gens partiront pas au moment du plan, mais dans 6 mois, dans un an. Ouais, ok. Voilà. Merci Isabelle, merci. Alors David, Isabelle, ben voilà, on constate quand même qu'il y a matière à avancer sur le livre 2, et enfin sur l'équilibre, une meilleure prise en compte de la partie organisation et conditions de travail réelles dans post-restructuration. Alors David, toi tu portes le projet, enfin vous portez des démarches, tu appelles ça les projets rebonds, qui vont enrichir un livre 2 potentiellement qui formellement n'avait pas beaucoup avancé et vous l'enrichissez en mode projet. Alors ça veut dire quoi cet enrichissement post-négo? Effectivement, je vais aborder le sujet du livre 2 et comment on peut en faire un projet rebond, on vient d'en parler. Et peut-être revenir quelques minutes sur notre activité aujourd'hui au sein de Oasis Mobilisation, qui fait partie du groupe Oasis. C'est comment effectivement faire en sorte que le malade recouvre vite la santé. C'est quand même ça l'objectif numéro 1, c'est créer les conditions, qu'elles soient opérationnelles, organisationnelles et surtout humaines, pour que ça aille mieux. Alors, on parle beaucoup de mots dans ces sujets-là, on parle de confiance, j'ai pris en note des choses qui ont été abordées par Pascal dans l'introduction avec Isabelle. Tous ces éléments sont des conditions. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de remettre un petit peu les pièces du puzzle et aider nos clients, entreprises ou organisations publiques à remettre ça un petit peu dans l'ordre. Et aborder le sujet du projet rebond en tant que tel seul, c'est un peu limitant et c'est un peu limité. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est dès le début, le plus vite en anticipation, d'essayer de mesurer quel type de restructuration on parle, quel type de dispositif on va mettre en place. Parce qu'on peut parler de PSE, on peut parler de PDV, on peut parler de chômage partiel longue durée, peu importe les dispositifs, mais tout ça doit être traité en anticipation maximale. Donc, les sujets de mobilité, on va les poser, les analyser et, si possible, avec la direction et le maximum de parties prenantes, tout en respectant les règles d'information fléchée des CSE, tout en respectant les règles de délit d'entrave aussi. Donc, il va falloir qu'on jongle avant une éventuelle restructuration et pour ça, il faut être très transparent et communiquer toujours en continu. Le deuxième point, c'est qu'au-delà de la mobilité qu'on va imaginer, et les types de mobilité, compétences futures, on va aussi aborder un sujet qui est le soutien psychologique. Isabelle en a bien parlé, je ne vais pas revenir dessus, mais ça, on a beaucoup quand même d'entreprises ou de clientèle qui ne sont pas forcément sensibilisées à ces sujets. Elles le sont du point de vue des collaborateurs, mais il y a un point qui nous manque, c'est que beaucoup d'entreprises, peut-être, n'investissent pas assez de temps et d'énergie sur ce que nous, on appelle le soutien psychologique des managers, parce que c'est eux qui sont en grande partie parfois l'éveil sur le terrain, c'est eux les courroies de transmission. Donc, mettre en place des numéros verts, c'est bien, c'est important, ça respecte des règles, mais mettre en place des numéros dédiés au management pour les aider à être en veille, à soutenir. En plus, on leur demande tellement de choses à l'encadrement qu'il faut aussi leur apporter des dispositifs de soutien psychologique. Et le troisième point dont je voulais parler, Rodolphe, c'est qu'au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement de la transformation. Donc, il y a effectivement en interne des dispositifs à mettre en place. Et tout ça doit être fait avant, pendant et après. Donc, tout ça est à mettre en place en continu. Et dans le livre 2, c'est souvent fait, c'est que ça tombe effectivement comme un outil qui va permettre de créer les conditions ensuite du livre 1. Nous, on le reprend le plus tôt possible et on essaye de l'enrichir et d'en faire un vrai projet rebond, comme disait Isabelle. Et pour ça, c'est de mettre en place peut-être de façon un peu pêle-mêle, je suis désolé, c'est pas très structuré, mais choisir de travailler au maximum avec les parties prenantes de l'entreprise et l'externe, enfin surtout l'interne, pardon. Donc les représentants du personnel, créer des comités mixtes paritaires dans la mesure du possible, il faut le faire. Ils apportent énormément de conditions positives, avant, pendant et après. Ça va être aussi dans le projet rebond, peut-être de rentrer dans des dispositifs participatifs sur le comment, et pas uniquement, et pas sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est la vision stratégique, ça appartient aux dirigeants, mais sur le comment on peut faire, quels sont les relais de croissance. Et puis le troisième point sur le projet rebond dont tu parles, Rodolphe, c'est aussi mettre en place la mesure, le suivi de façon régulière pour éviter les frustrations, parce que les salariés en ont un peu marre parfois de donner leur avis sans qu'il y ait de feedback, sans qu'il y ait de retour, sans que leurs bonnes idées ne soient pas prises en compte. Donc c'est aussi, je suis désolé d'être un peu poil à gratter, mais les études d'opinion interne, c'est bien, mais à 90% du temps, ça ne sert à rien. C'est mis de côté, c'est laissé de côté et c'est valable pour les PSE ou les restructurations. Voilà, je suis un peu en vrac, pardon, Rodolphe.
sur ce sujet du projet rebond. Pour terminer, il y a quand même, j'ai noté 6 points, et puis après, je laisse la parole à François, Claude et Laurent. J'ai noté en vrac dans ce qu'ont dit Isabelle et Pascal. Première condition, langage de vérité. Il faut être dans un langage de vérité sur la situation de l'entreprise. C'est ce qu'a dit Isabelle, il faut l'anticiper. Pascal aussi l'a dit. Donc ça, comment on fait? Deuxième point, il faut que les priorités elles soient super claires, mais pas à 2 ans. Je suis désolé, ça n'a pas de sens. À 3 mois, à 3 semaines, oui, il faut que les priorités soient claires à court terme, parce qu'on sauve le soldat Ryan quand même. Donc c'est ça l'enjeu. Troisième, il faut que les plans d'action soient co-construits sur le comment avec les parties prenantes, dont les IRP. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai mis en place beaucoup de comités mixtes paritaires, ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est génial. Quatrième point, il faut être aussi un petit peu optimiste. Alors, je ne sais pas, François, vous nous parlerez d'encadrement, mais en cette période, je constate qu'il y a beaucoup de cadres qui sont entraînés dans la grisaille. Ce n'est pas de leur faute. L'environnement crée ça. Donc, comment on peut avoir un management optimiste? Pas BA, on n'est pas des bisounours, mais ça, ce serait pas mal d'avoir des marges de manœuvre, de faire confiance aux équipes, de déléguer et pas faire du transfert de tâches, c'est pas la même chose. Donner le droit d'initiative, tout ça, il faut que ce soit concret. Et puis, les points d'avancement doivent être réguliers, surtout, avec les salariés, les managers, les IRP. Donc, le pacte d'engagement social, c'est un peu tout ça. C'est un mélange de beaucoup de choses. Et puis, on pourrait peut-être remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Et vous allez voir, les conditions, vous allez les créer. Alors après, on est tributaire de l'environnement économique, c'est certain. Et puis, pour terminer, Pascal, on se connaît bien, on a des actions parfois ensemble. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. La symétrie des attentions, c'est si vous faites des restructurations avec vous, que vous communiquez avec vos clients en disant « je suis humain, chez moi, tout va bien, la proximité, c'est important ». Et qu'en interne, vous ne traitez pas les restants comme vous vendez votre positionnement auprès des clients, alors là, je suis désolé, ça ne marchera pas. Donc, il faut être cohérent en interne, en externe. Voilà. Pardon. Merci David. Et un point sur ton intervention, quand tu expliques le côté suivi régulier, par exemple sur les encadrants, le fait de les plans d'action, le suivi, que la direction fasse aussi des points réguliers sur où on en est, etc. Et c'est aussi convergent avec ce que disait Isabelle, enfin ce que vous allez tous dire. On a en France un cadre avec des rendez-vous, les consultations annuelles, périodiques, etc. Et donc les entretiens d'évaluation périodiques, et tout ça, c'est en train d'un peu de voler, d'exploser, parce que ça ne tient pas la route par rapport à un besoin d'information, d'un flux permanent d'informations, et pas simplement des rendez-vous comme ça qui sont souvent à côté de la plaque. Bien sûr, voilà. Bien sûr, il faut que ce soit en continu. Ouais. Sinon, c'est le simple one-shot, l'entretien professionnel mécanique qui n'a pas de sens. Isabelle le disait, je ne sais pas comment Claude, Laurent et François parleront des compétences, mais il faut flécher les compétences stratégiques de demain. C'est lesquelles? De quoi on parle? On les forme comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut absolument capitaliser les expériences du passé. On oublie. On ne fait aucun rétexte. On restructure l'entreprise. OK, mais beaucoup de boîtes vont mettre en place des retours d'expérience, essayer de prendre les perles, les pépites, les conserver, et puis corriger ce qui est à corriger. Le troisième point, c'est le projet rebond, il doit être porteur d'avenir. Sauf qu'on est tellement dans l'urgence qu'on ne crée pas l'engagement sur les possibilités du futur. Et puis le dernier point, moi je reviens, je sais que François va va prendre la parole après moi, je l'espère, j'ai hâte en tout cas. C'est le rôle, former les managers, donner un rôle aux managers. Ils ont beaucoup de choses à faire. En plus, la plupart au début ne savent pas s'ils sont dedans ou pas dedans. Donc, c'est super compliqué. Donc, il faut aussi leur donner ce rôle et comment on crée les conditions pour les former, les intégrer dans ces dispositifs le plus en amont possible. Entendu. Nickel, David. Moi, petit aparté sondage où on en est. Alors, histoire de l'ambiance de la salle. Alors, post-restructuration, les salariés sont-ils plutôt démotivés? 71% démotivés. Donc, on va essayer de remonter la pente. Par contre, engagés dans leur travail, 17%. Revendicatifs socialement, signaux d'alerte. 13%, ils sont. Les gains de productivité, Isabelle en a parlé, ils sont surestimés dans 88% des cas. Ça, c'est les perceptions. Et les enquêtes de climat social dont on a parlé, elles sont efficaces à 74%, simplement si elles sont accompagnées par des actions, de donner la capacité à la ligne hiérarchique d'accompagner, de donner du sens, de contextualiser ces indicateurs qui remontent via les enquêtes de climat social. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à répondre et je ferai des petits points réguliers. François Omril, donc tu es président de la CFE-CGC, syndicat des cadres et des agents de maîtrise.
Bon, ben, on en a parlé, hein, les cadres, ils sont quand même pas mal dans le collimateur, de plus en plus exposés, de plus en plus même concernés par les restructurations en cours. Hein. On le verra aussi avec le témoignage des représentants de Nokia. Quand on a préparé l'entretien, tu m'expliquais un truc hein, qui me semble important à partager ensemble dans le côté motivation, le sens qu'on donne au travail et pourquoi on est là dans une entreprise. Tu notais le fait que toi, tu viens de l'industrie, une dégradation, on va dire, des indicateurs de performance technique et au regard de la prise en compte de la prévalence des indicateurs et les biais qui les accompagnent et des indicateurs financiers et qu'une dégradation de la performance quoi. On s'habitue à en gros, on s'habitue à travailler en mode dégradé, voire pas terrible, et ça passe. Et jusqu'à quand? Voilà. Oui, ben merci de me donner la parole et puis merci d'avoir pris l'initiative de ce débat que je trouve particulièrement passionnant et tout à fait dans notre époque. Alors je salue bien sûr tous les gens qui sont dans la salle virtuelle et qui nous écoutent. Et je salue tout le monde et en particulier ceux d'entre eux dont j'ai vu sur le chat qu'ils étaient militants à la CFE-CGC. Je les félicite d'être militants, quoi qu'il arrive. Et puis en plus d'être aussi militants à la CFE-CGC, pourquoi pas. Moi, je voudrais peut-être, si j'en ai la possibilité, revenir sur deux, trois… Je vais répondre à ta question, hein, Rodolphe. Vas-y. Deux, trois petits sujets qui ont été évoqués très, très rapidement. D'abord, pour dire que, bien entendu, alors, je vais revenir sur restructuration, mais quand un PSE est négocié, l'idéal, c'est de le faire négocier par des gens et pas par des gens qui partent. Ça, j'allais dire, c'est une mesure d'ordre public syndical qu'il faudrait que chacun prenne et que malheureusement, on prend pas toujours. Parce que, comme dirait un collègue de moi, ce qui est parmi les choses qu'il faut affronter quand on fait du syndicalisme, il faut affronter ce principe il y en a que ça intéresse. Voilà. Quand on met en place des mesures, il y en a toujours que ça intéresse, mais malheureusement, ceux qui ne sont pas éligibles dans la mesure, eux, ça leur crée en général beaucoup de contraintes. Donc ça, c'est un principe et ça va, je pense, ça rentre bien dans le cadre du débat. La problématique de ceux qui restent n'est quasiment jamais examinée dans une restructuration à un plan social. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mot même de restructuration. On peut très bien faire une restructuration sans diminuer les postes. Moi, je trouve ça fascinant que jamais personne ne se pose la question. La vérité, c'est que dans une entreprise bien gérée, on doit en permanence la restructurer, mais de façon positive, sans avoir un objectif de diminuer le nombre de postes. On peut très bien restructurer une entreprise et en même temps faire de l'embauche. Restructurer les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont performantes, sont des entreprises qui en permanence se sont remises en question, ont évolué, se sont développées, mais de façon positive. Et je vais l'illustrer d'un exemple pour que chacun comprenne bien ce que je veux dire. Si vous allez dans le sud de la France, à Cannes, visiter l'usine de Thales Alenia, où on fabrique des satellites, où je crois il y a à peu près 2000 salariés, qui sont pour une part très importante des ingénieurs, des techniciens. Vous allez voir là-bas une usine de très haut niveau où on fabrique ce qu'il y a de plus fort et de plus compétitif aujourd'hui en matière de technologie de haut niveau. Et vous posez la question à la direction, vous dites « Mais pourquoi vous êtes à Cannes? C'est bizarre, quelle est la raison ?» Et on vous répondra « Ah ben en fait, la raison c'est qu'au départ, au début du XXe siècle, dans cette usine, on fabriquait des hydravions. C'est la raison pour laquelle on est au bord de la mer. Parce que quand l'hydravion sortait des chaînes de montage, on le poussait sur des rondins et il allait directement dans l'eau. Et vous vous dites, mince, c'est quand même bizarre, cette chaîne qui nous amène des hydravions jusqu'au satellite. Et bien voilà, c'est ça la réalité de l'entreprise. C'est ça la réalité de l'industrie. C'est une chaîne continue qui valorise ses compétences en interne, d'une certaine façon les restructure, les fait évoluer et s'adapte en permanence à son environnement. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui sur les plans sociaux, et pourquoi c'est si mal vécu que cela, c'est qu'en fait, la motivation, dans l'immense majorité des cas, je ne dis pas pour tout le monde forcément, mais dans l'immense majorité des cas, les plans sociaux n'ont comme seule motivation que des motivations financières. Les directions viennent vers nous et disent « Ah voilà, le résultat n'est plus au rendez-vous. Il n'y a plus assez de chiffre d'affaires, la marge opérationnelle a baissé, etc. Il faut restructurer. »
Et donc, on fait une analyse comptable, voilà, dans sa version la plus brute des choses, et on affecte au salarié la seule valeur de son salaire. Moi, je vous pose la question, cette analyse, pour le coup financière, est particulièrement défaillante, parce qu'en fait, un salarié, c'est du capital. Il ne suffit pas de le dire. Il faut pouvoir le valoriser après dans un bilan, dans des comptes. Un PSE qui fait que le nombre de salariés vient à diminuer par des départs, c'est une destruction de capital. Il faut avoir ça en tête. Et le faire sans prévention particulière sur ce que sera le rendement de l'activité après, au sens opérationnel du terme, bien, c'est une façon de dire finalement que les gens qui sont destinés à partir ne contribuaient pas au résultat de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire. C'est ça le message qu'on envoie. Si on faisait bien les choses, quand on fait une restructuration, quand on fait un PSE, quand on fait un bilan économique et financier des choses, on devrait mettre des plus et des moins. On devrait, en face des salariés qui sont destinés à quitter l'entreprise, les postes qui sont destinés à être supprimés, eh bien, il faudrait mettre en moins ce que ça coûte, mais en plus ce que ça rapporte. C'est comme ça qu'on fait. Moi, je ne connais pas d'autre analyse économique que de considérer sur ces agents ce que ça coûte et ce que ça rapporte. Alors, si vous faites l'analyse du million de PSE qui s'est déroulé depuis 30 ans dans le monde entier et de la quelques dizaines de milliers qui se sont déroulés en France, il n'y a jamais à la colonne qu'est-ce que ça rapporte. Jamais, nulle part. Vous n'avez aucune analyse économique d'un PSE ou d'une restructuration où on vient vous expliquer, eh bien, telle personne rapporte tant à l'entreprise et donc, au bilan, on considère qu'effectivement, on peut supprimer ces postes. Et comme on n'a pas fait cette analyse-là, qu'est-ce qui se passe? Et j'en viens à ceux qui restent. La vérité, c'est que ça marche moins bien. Parce qu'en fait, les gens dont on se sépare, et ce que je vais dire vaut vraiment beaucoup pour les industries de process, je veux à cet instant faire peut-être un pas de côté pour dire à Pascal que je crois très sincère dans ce qu'il nous a dit, que suivant le secteur économique dans lequel on est et la capacité des compétences à être transférées à l'extérieur, la problématique ne se pose pas tout à fait de la même manière. Quand vous êtes, comme c'est le cas, je crois, de Pascal, dans une industrie, dans un secteur économique où finalement vous avez des compétences assez transférables avec des gens qui génèrent sur leur activité propre un chiffre d'affaires particulier, ce qui est le cas du consulting, par exemple. Eh bien, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Les gens qui sont censés apporter le chiffre d'affaires, d'une certaine façon, on les réaffecte de façon différente. Là, d'une certaine façon, on peut le comprendre. Mais le problème dans une industrie de procédés, comme c'est le cas dans l'industrie métallurgique, chimique, c'est que quand vous êtes dans une usine qui fabrique 100 000 tonnes de quelque chose, peu importe, et que tout d'un coup, on n'en fait plus que 80 000, vous vous en sortez pas en supprimant 20% du personnel. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher parce que chaque personne à tout endroit du process a son utilité propre, a sa contribution à la marge. Et donc, quand vous enlevez cette personne-là, eh bien, ce sont tous les paramètres qui vont baisser. Et en vérité, on en a la preuve. C'est que dans les industries de procédés, c'est très particulier dans le cas de la chimie, c'est très facile à mesurer, eh bien, on a perdu la clé du champ de tir depuis les années 90. Si vous faites une analyse un peu détaillée, un peu fine de ce que sont les performances des procédés quand ils sont réduits à des paramètres physico-chimiques, eh bien, vous apercevez qu'aujourd'hui, en 2020, vous avez des performances qui sont inférieures à celles qu'on avait dans les années 90. Et il y a des raisons à ça. Tout simplement parce qu'à force de faire des restructurations dont la seule motivation était financière, c'est-à-dire de restaurer des marges de façon à toujours pouvoir servir l'actionnaire qui devait avoir toujours sa part augmentée, eh bien, on a fait peser sur les salariés qui demeurent une activité qu'aujourd'hui, ils ont énormément de mal à pouvoir gérer conformément aux objectifs qu'on leur donne. Et je finirai. Alors, excuse-moi, l'industrie pharmaceutique avec Sanofi, le retard qui est pris sur le vaccin, il n'y a pas une histoire, ça peut pas être. Ah non, Sanofi, alors là, c'est. Non, excuse-moi de t'avoir lancé dessus. Scandale. Sanofi, c'est quand même 1 milliard de crédits impôt recherche, 100 millions par an pendant 10 ans. 11 laboratoires de recherche il y a 20 ans, il n'y en a plus que 4 ou 3 aujourd'hui. La moitié des effectifs divisé par 2. Donc, évidemment, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas imaginer que quand tu as divisé par 2 l'effort de recherche, tu obtiens les mêmes résultats. Ça n'a pas de sens. Mais Sanofi est le cas typique d'une entreprise, je le dis sous contrôle de mes représentants dans la section syndicale, est le cas typique d'une entreprise où toutes les restructurations n'ont eu que comme motivation
d'augmenter la valeur pour l'actionnaire. Et donc, on détruit de la valeur capitalistique humaine pour l'entreprise. Donc là, on a un cas d'école, mais c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Je ne veux pas faire le procès d'intention que ce soit le cas partout. Comme je l'ai dit, et j'ai voulu le faire en introduction, la restructuration au sens positif du terme, elle est nécessaire. Si, dans mon exemple de Thales à Cannes, on n'avait pas en permanence restructuré l'entreprise, aujourd'hui, on n'y fabriquerait pas des satellites. La boîte serait fermée. On aurait fait des hydravions pendant 50 ans, et puis constatant que les hydravions ne se vendaient plus, eh ben, on aurait fermé la boutique. Donc, la restructuration, la remise en question et l'évolution des compétences, elle est absolument essentielle. Et elle doit être portée par le plan stratégique. Mais pour finir, la problématique des cadres et de l'encadrement, indépendamment du fait qu'ils soient, c'est vrai, actuellement beaucoup touchés par les plans sociaux, mais je préférais y revenir plutôt dans une deuxième, si tu me redonnes la parole une deuxième fois, j'y reviendrai un peu plus sur ce secteur-là. Mais la problématique des cadres, et des agents de maîtrise, c'est qu'ils sont responsabilisés sur des objectifs de process, de résultats. Et que quand ils n'ont plus les moyens d'atteindre ces objectifs, eh ben, en fait, ils souffrent pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'opérer des activités, alors même qu'on leur a enlevé des moyens pour le faire. Et donc, ils sont dans une situation très paradoxale, finalement, où on a augmenté d'une certaine façon la valorisation financière des actifs, mais on a dévalorisé les actifs humains de l'entreprise et eux qui sont en charge, par délégation de la direction, de valoriser ces actifs humains, de les mettre en œuvre, de les faire contribuer aux résultats, eh bien, ils se retrouvent démunis. Et donc, de fait, ils expriment une assez forte souffrance. François, excusez-moi, j'avais perdu la connexion. François, tu as parlé d'expérience. Tu as parlé effectivement dans un secteur comme le high-tech où il y a une notion de compétences qui peuvent être transposables, mais la transmission de l'expérience, enfin, ça fait partie dans le collectif d'entreprise de la motivation à y rester, etc. Dans quelle mesure ça, c'est des… par exemple, j'avais la semaine dernière, on avait l'écho de quelqu'un de Schneider, un délégué de Schneider qui expliquait comment ça se passait sur un site de Grenoble. Et il expliquait, il y a 200 personnes qui partent, il y a 115 jeunes qui rentrent, mais par contre, il n'y a aucune transmission entre les deux. En fait, c'est des métiers complètement différents, etc. Et dans l'entreprise, il n'y a aucun échange d'expérience entre… voilà. Donc ça, c'est moi, j'ai la réponse. Et ce n'est pas moi qui vais donner la réponse. La réponse, c'est tout le monde qui va la donner et c'est la ministre du Travail. C'est elle qui répond au truc. Observez comment tout le monde est d'accord, il y a un consensus politique général sur la question de l'apprentissage. Tout le monde dit l'apprentissage, c'est génial, etc. Et moi, je pense aussi que c'est vrai. Or, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? C'est une période de ta vie où au moment où tu t'intègres dans un environnement professionnel, où tu apprends ton métier, tu es encadré par des seniors, par des gens qui le maîtrisent et qui donc vont t'aider à intégrer les codes de l'entreprise. Mais ça, c'est vrai à tous les niveaux. Quand tu es muté d'un poste sur l'autre, quand tu es jeune ingénieur, jeune technicien, que tu as passé un DUT ou un BTS, que tu intègres une entreprise comme Nokia, par exemple, quand bien même tu n'es pas dans une phase d'apprentissage au sens du modèle juridique et professionnel des choses, si tu ne rentres pas dans une phase d'apprentissage relativement longue avec ce qu'on appelle des seniors qui t'encadrent, qui te disent bah voilà, tel endroit, il faut faire ceci, il faut faire cela, attention, ne va pas trop loin, donne-moi ton calcul, je vais le vérifier. Mais cet apprentissage, il est quotidien. Et le problème, c'est qu'il nécessite un sureffectif. Le drame, c'est ça. Pour qu'une entreprise se développe de façon harmonieuse, il faut intégrer dans son principe de représentation des effectifs qu'il y ait du sureffectif. Parce qu'il n'y a pas de transmission sans sureffectif. Il se trouve que moi, qui suis un ancien, je vais avoir 60 ans cette année. Moi, j'ai été muté plusieurs fois dans les différentes entreprises. J'ai eu la chance, à chaque fois que j'ai été muté, de me retrouver dans des postes où pendant 2 ou 3 mois, j'avais avec moi la personne que je remplaçais. Mais tout ça a disparu. C'est fini, ça. On arrive sur un poste, on est tout nu. On est tout nu et on attaque tout de suite et on n'a pas les moyens pour le faire. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que la société, le modèle économique des sociétés et notamment des sociétés industrielles, il a été différent à une certaine époque et il générait un résultat extrêmement positif, il générait de la productivité, mais il était basé sur un principe
je vais dire convivialité, c'est pas forcément le bon terme, mais il était passé sur un principe de fluidité, c'est-à-dire d'appropriation des compétences. Moi, je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a des industries de process où si vous n'avez pas 2, 3 ans, des fois 4 ans d'apprentissage pour le coup, c'est-à-dire d'encadrement sur le poste pour pouvoir intégrer toutes les données qui sont propres au process, ben, en vérité, vous n'y arrivez pas. Et par ailleurs, ces emplois-là, c'est un peu la difficulté, sont difficilement transférables. Il faut avoir ça en tête aussi, c'est que dans l'industrie, la presque quasi-totalité dans l'industrie, notamment l'industrie de procédés, vous avez la majorité des agents de maîtrise qui sont, comme on dit, sortis du rang, qui sont rentrés dans l'entreprise comme ouvriers, qui se sont formés à l'encadrement. Ben, ces gens-là ont des compétences particulièrement adaptées à leurs procédés. Ce sont des compétences difficilement transférables. Donc, vous avez, si vous voulez, tout un cadre, qu'on appelle aujourd'hui une granularité, mais qui fait qu'il faut évaluer des situations de façon différente. Mais la problématique, j'y reviens, par rapport à ceux qui restent d'une restructuration accompagnée d'une diminution de postes, eh bien, c'est que ça fait sortir du procédé des gens qui ont acquis des compétences, qui sont des compétences qu'on aurait pu énormément valoriser par ailleurs. Et là, pour le coup, c'est vrai, quel que soit le secteur économique, je finirai d'ailleurs avec un exemple sur la banque, par exemple, eh bien, on sort des gens qui, quelque part, se disent bah, finalement, je m'en vais pas si mal parce que l'ambiance était devenue un petit peu lourde, et restent des gens à qui on a enlevé des moyens de pouvoir s'adapter à la compétition économique. Le cas du secteur bancaire est typique. Rapidement, François. Ouais. Très rapidement, le secteur bancaire, on voit bien qu'on a une évolution de société. Le travail d'agence, petit à petit, réduit son impact, mais les gens qui travaillent dans des agences, même si d'une certaine façon, on peut comprendre qu'ils auront moins de travail dans l'avenir, ce sont eux qui connaissent le mieux les besoins du client. Et donc, forcément, dans une restructuration qu'on pourrait imaginer de façon positive dans le secteur bancaire, il faut mettre ces gens-là au cœur même de la réflexion stratégique sur l'évolution des métiers dans le secteur bancaire, ce qui malheureusement n'est pas beaucoup fait. Merci François. Il y a une réaction sur le chat de Paul qui parle que l'apprentissage en télétravail peu réaliste. Voilà. La CGT Nokia, donc Claude Josserand et Laurent Richard. Ouais, oui. Voilà. Oui, nous, très rapidement, on est une entreprise de haute technologie avec essentiellement à 95% d'ingénieurs et cadres, mais qui a la particularité d'avoir subi de moult PSE. Ne serait-ce que depuis que Alcatel, on est des anciens Alcatel, a été racheté par Nokia début 2016, on en est au 4e plan en 5 ans. L'entreprise a supprimé 1200 emplois en gros dans les 3 plans précédents, mais elle a en parallèle embauché à peu près 700 personnes en R&D. Donc la R&D s'est un peu développée. Là, malheureusement, on a eu un plan extrêmement violent qui supprime, alors c'était 1200, ça a été ramené à 1000 suppressions d'emplois, essentiellement en R&D. Alors chez nous, ce plan étant encore plus incompris que d'habitude, les 3 plans précédents, ça a été essentiellement de la délocalisation des fonctions support et tertiaires, je vais dire. Donc la R&D avait été épargnée vers des pays low cost, essentiellement Pologne et Inde et d'autres. Mais la R&D avait été épargnée, donc évidemment, nos salariés de R&D, en particulier tous nos jeunes embauchés, ont été extrêmement surpris, surtout qu'en ce moment, on travaille pour les réseaux 5G et qu'on nous a demandé depuis 2 ans de travailler pour certaines équipes, y compris le samedi, voire le dimanche. Donc, une charge de travail extrêmement élevée. Donc, ce plan est encore plus incompris, voilà, incompris, injustifié, en particulier de nos jeunes qui ne comprennent pas pourquoi ils ont été embauchés pour être débauchés à peine 2 ans après. Donc, chez eux, il y a un sentiment de trahison qui domine et évidemment, l'employeur n'est plus crédible. Claude, je me permets une petite intervention, excusez-moi, parce qu'il y a une tondeuse qui s'est réveillée derrière moi, donc je couperai mon micro dès la fin de ma prise de parole. Mais Claude, juste pour préciser qu'il y a une partie des salariés qui ont saisi les prud'hommes pour une notion de préjudice moral liée à une promesse non tenue, c'est bien ça ? Oui, alors ça, c'est un peu un effet, je dirais, du plan, puisque là, en ce moment, il est en train de se dérouler. La phase de volontariat c'est terminé. Néanmoins, on a des jeunes qui ont préféré ne pas attendre la conclusion des négociations du livre 1 et le déroulement du processus
pour démissionner. Une centaine a démissionné, en gros, a devancé l'appel avant même d'être éventuellement déclaré licenciable. Aujourd'hui, un certain nombre nous ont un peu sollicité, on les accompagne. Ils sont dans une démarche de contester, d'attaque de l'employeur Nokia en disant qu'ils ont été trahis, trompés, donc réclament un préjudice moral à l'entreprise. Voilà. Bon, alors ça va être un peu compliqué puisqu'ils ont retrouvé un travail peut-être moins bien payé, mais globalement le préjudice financier il est un peu difficile à chiffrer. Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est une démarche un petit peu nouvelle qu'on accompagne en ce moment. Et c'est intéressant de noter quand même qu'il y a une centaine de salariés qui ont préféré partir, démissionner, plutôt que de prendre le plan pour pas se retrouver en même temps sur le marché du travail, quoi. Nous, on a été pas mal en contact avec les jeunes, en particulier parce qu'à CGT, on a syndiqué des jeunes, ce qui était assez rare parce que la plupart du temps, la peur régnant quand même dans les entreprises, les gens qui se syndiquent, alors chez nous, comme chez nos collègues des autres syndicats, c'est plutôt après 50 ans. Là, on a syndiqué des jeunes. Alors aussi sur la question des retraites pour la CGT, mais donc on a eu le lien s'est créé avec des gens qui ne connaissaient pas du tout les syndicats donc on a été en dialogue permanent avec eux, leur expliquer aussi ce que c'était qu'un plan social parce qu'ils ont tout découvert et qu'il y avait peu d'explications de la direction. Mais certains nous ont fait part du fait qu'ils préféraient en gros partir dès qu'ils avaient une opportunité de trouver un travail avant même d'être éventuellement licenciés. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas attendu. Et se disant pour certains qu'ils préféraient être sur le marché de l'emploi maintenant que dans quelques mois quand des centaines d'autres collègues allaient se retrouver sur ce même marché d'emploi sur des créneaux un peu similaires. Donc voilà, ils ont saisi des opportunités, ce qui est humainement tout à fait compréhensible. Voilà. Donc chez nous, les PSE, je le disais, on connaît malheureusement trop bien et on a des réorganisations qui ne sont pas des PSE, mais qui sont permanentes et extrêmement fréquentes chez Nokia tous les 6 mois, ce qui brouille totalement les repères des salariés. Et pour bien travailler, on a besoin de connaître ses interlocuteurs, de qui fait quoi dans une entreprise, etc. Du coup, ce n'est pas le cas. Nous-mêmes, on n'arrive même plus à suivre, même nos DRH français n'arrivent même plus à suivre ces restructurations qui nous sont dictées du siège en Finlande. Donc je le disais aussi, donc c'est aussi, ça amène une perte de sens du travail parce que depuis qu'on est devenu Nokia, on est devenu un peu les exécutants alors qu'on était quand même moteur dans tout un tas de secteurs des réseaux télécoms. Donc avec un travail extrêmement internationalisé et morcelé. Il y a le sens du travail qui quand même s'est beaucoup perdu et qui contribue à démoraliser nos collègues, même hors des périodes de PSE. Excuse-moi, vous considérez même que la stratégie économique, enfin le rachat, enfin il y a des choses de suicidaires que vous voyez dans les démarches. Là, François Omril l'a très bien décrit. Nous, on est dans une stratégie purement financière. Là, nos postes ne sont pas supprimés, ils sont délocalisés. Donc, on demande en plus aux collègues de former leurs successeurs en Pologne, en Inde, en Hongrie, etc. Aux États-Unis, ce qui est particulièrement mal vécu, évidemment. Donc oui, on est dans une stratégie chez nous purement financière. On a été très peu touché par le Covid, donc la 5G est en plein boom. Donc c'est pas une question de perte de marché. Voilà. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Claude, c'est qu'en fin de compte aussi pour Nokia quelque part le fait de mettre la main sur Alcatel-Lucent, c'était une manière de mettre la main via un effet d'aubaine sur un concurrent qui avait un fort portefeuille de clients aux États-Unis notamment, qui est quand même le marché le plus intéressant pour les télécoms, celui dans lequel on a le plus de marge à faire. Et aussi, je dirais, dans les faits, ce qui se passe, c'est que pour le développement de la 5G, Nokia n'avait pas les ressources pour développer la 5G, vu qu'ils avaient beaucoup de retard sur leurs produits 4G, ce qui n'était pas le cas des produits Alcatel. Il y a eu un effet d'aubaine dans le sens que, vu que le gouvernement a poussé pour qu'on garde
qu'on fasse des embauches en France au côté R&D, la R&D française a servi à développer ces produits 5G. Et maintenant que ces produits sont, je dirais, on va pas dire dans un rythme de croisière, mais presque, la stratégie de Nokia est quelque part de se débarrasser de la R&D française tout en ayant touché des crédits impôt recherche, ce qui est un peu ce qui n'est pas tellement une logique au sens de l'actionnariat, c'est plus une logique stratégique, une logique de pays. Donc, pour mettre en avant la Finlande et quitte à avoir des effets de bord assez mauvais, je dirais, sur le portefeuille de produits qu'on a, notamment des produits Alcatel 4G pour lesquels on avait des gros clients américains et qu'on a perdu parce qu'on a mis des produits Nokia moins bons à la place, par exemple. Ouais, c'est une politique de terre brûlée, quoi. Dans ce plan, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y a une partie des postes qui est délocalisée vers la Finlande, qui est un pays avec des coûts salariaux similaires aux nôtres, ce qui n'était pas le cas dans les plans précédents. Alors peut-être que c'est à mettre à l'actif du fait que le gouvernement finlandais a pris 5% de part dans le groupe Nokia, qui en fait de ce fait le premier actionnaire du groupe. Bon, c'est peut-être pas tout à fait étranger à ça, le fait qu'on a une reprise en main qui est plus axée vers la Finlande cette fois-ci. Pour revenir au sujet qui était initial, le niveau de stress, voilà, nous donc on a, comme le CSE central a commodité une expertise sur les effets du PSE sur la santé des salariés. L'enquête qui a été faite par le cabinet ISAST, c'est que le niveau de stress est de 50% parmi les salariés, ce qui est 2 fois ce qui est constaté dans des entreprises du même type. Nous, on voit au quotidien des salariés épuisés physiquement et mentalement. Alors, en plus, avec le Covid, où on est majoritairement en télétravail, il y a l'isolement des salariés qui pèse et ça a été, alors moi qui ai malheureusement dû gérer beaucoup de PSE, c'était, je dirais, encore plus difficile cette fois pour pouvoir communiquer avec nos collègues. Les mobiliser aussi le cas échéant. Mais donc ça pèse, c'est un élément supplémentaire, l'isolement. Voilà, dans nos patients, on a souvent malheureusement un rôle entre guillemets d'assistante sociale, même si ce n'est pas notre métier, mais en tout cas de renseigner les collègues, parce qu'on a malheureusement l'expérience des PSE. Donc en ce moment, voilà, on a des salariés qui sont extrêmement stressés, extrêmement déprimés, voire alors, et à côté de ça, en burn-out, parce qu'en même temps, il y a énormément de travail. Ouais. Il y avait François, tu voulais rebondir sur les propos de Claude et de Laurent? Oui, bien entendu. Pour soutenir ce qu'ils disent, hein, avec toute l'empathie, je crois qu'on peut avoir avec la situation. Mais peut-être préciser, je ne sais pas si nos collègues de Nokia seront d'accord, que dans le cas de Nokia, on a quand même un cas d'espèce. Parce que je ne crois pas qu'on peut parler de restructuration. En vérité, ce qui est à l'œuvre chez Nokia, c'est une déstructuration. C'est une destruction. Là, voilà la vérité. Là, je ne sais même pas si on peut parler d'optimisation financière. Je crois que Claude, tout à l'heure, l'a rappelé. En fait, Nokia rachète un concurrent pour le faire disparaître. Tout simplement, en siphonnant la compétence, ce qu'il peut siphonner en termes de compétences, et puis pour le reste, il fait disparaître un concurrent. Ce qui me fait dire aujourd'hui, je le dis avec un peu d'ironie, mais un peu d'amertume aussi, que quand notre ministre Agnès Pannier-Runacher nous dit « je vais peut-être trouver une solution, je rencontre demain le PDG de Nokia », elle se trompe complètement de cible. On ne négocie pas avec l'assassin d'une entreprise, c'est pas possible. On le contraint, on retient son bras. Voilà ce qu'on fait. Alors, je le dis sans être, j'allais dire, particulièrement contre Agnès Pannier-Runacher, qui par ailleurs est assez active et a des bons résultats dans d'autres domaines. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez, comment l'approche politique de certains dossiers est complètement décalée de la réalité. Voilà, nous sommes là vraiment sur un secteur très particulier et sur lequel il faut considérer que l'action syndicale sur le site, d'une certaine façon, a ses limites. C'est comme ça, la fatigue, le moyen dans le rapport de force, etc. Et qu'il arrive un moment où l'État doit taper du poing sur la table et prendre les décisions qui s'imposent pour sauvegarder ce qui doit l'être, tout simplement. Alors, merci François. Alors, je vous repasse la parole à Claude et François, parce que on va essayer quand même de pas être, d'être
optimiste aussi parce que quand on a discuté ensemble, Claude et Laurent, vous m'avez expliqué que malgré tout ce qu'on a pu dire, on veut tuer l'entreprise, stratégie suicidaire, incompréhensible pour des salariés sur des choix, etc. Pour autant, il y a un niveau d'engagement de salariés, Claude, tu l'as souligné, qui sont quand même qui se surinvestissent dans l'entreprise pour différentes raisons, mais il y a quand même le côté de l'équipe qui fait que les salariés gardent le truc. Et Richard, Laurent, tu m'expliquais qu'au moment du premier confinement, et je trouve ça symptomatique, ça aurait été bien d'avoir des photos de salariés qui ont négocié avec la direction pour récupérer le matériel de test chez eux pour faire du grid, enfin, je trouve ça intéressant. On avait un produit qu'on devait sortir et donc la mise au point des produits a été faite dans des labos montés de briques et de brocs, bon, bien sûr sécurisés, carrément dans les cuisines des salariés. Et ils ont mis au point les cartes chez eux. Je ne compte pas les heures qu'ils ont fait parce que bien évidemment, ils ont largement explosé les heures officielles pour sortir un produit avec 3 semaines d'avance. On a eu droit à un grand merci du directeur de la division MN. Et 3 semaines après, cette même équipe est complètement laminée parce que les 2/5 de l'équipe va passer dans le plan social. Donc c'est un manque de respect. Donc après, effectivement, autant la motivation était là avant, autant maintenant, ces mêmes personnes, même si elles continuent à faire leur travail, parce que bon, ils ont la passion du métier qu'elles font, certes, mais le moral en a pris un coup énorme, quoi, parce que le manque de respect, c'est même pas une histoire c'est une histoire d'honnêteté, en fin de compte. Le manque de respect de la direction finlandaise vis-à-vis des salariés français, de l'engagement des salariés à tous les niveaux, au niveau de l'ingénieur de base ou au niveau des managers, enfin, c'est ça ce qui est le plus dur à reconstruire. Tant qu'ils n'auront pas fait un minimum d'efforts vers les salariés, ça va être très dur de reconstruire quelque chose. Là, ce qu'on craint plutôt, c'est le prochain PSE. Parce que si effectivement ils poursuivent cette logique, c'est une logique de casse. Ils veulent détruire la compétence en France. Enfin, parlons clairement. C'est ce qu'on ressent en tout cas, mais bon, les preuves sont là. Entendu. Alors, Claude et Laurent, vous étayez le fait, Claude, tu vas prendre le prochain. Tu as pris le plan, le précédent plan. Et donc, Laurent, tu prends le relais. C'est ça un peu votre histoire à tous les deux. Et donc, Claude, tu en as vu passer plusieurs des plans. Beaucoup, oui. J'ai été DSC, délégué syndical central pendant 12 ans. Et malheureusement, que ce soit chez Alcatel comme chez Nokia, on était à peu près à un PSE tous les 15 mois. Donc, c'est vrai que quand j'entendais Monsieur Murciano dire oui, il y a des restructurations nécessaires. Oui, alors moi, nous, on n'aime pas beaucoup le terme de restructuration parce que ça nous évoque systématiquement des suppressions d'emplois, qu'une entreprise, que l'organisation d'une entreprise doivent évoluer, évidemment, mais avec ses salariés, en les formant. Ça, c'est évidemment notre souhait. C'est ce qu'on aimerait s'il y avait une vraie gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qu'on n'a jamais vraiment vu chez nous. Les GPEC qu'il y a pu y avoir, c'était toujours des plans de sortie, mais jamais avec des plans d'embauche. Voilà, qu'une entreprise, elle vit, qu'elle se structure, oui. Alors, après, je disais que chez nous, on a des restructurations d'organisation quasiment tous les 6 mois. Là, on tombe dans des excès qui brouillent toutes les pistes, tous les repères. Les salariés ne s'y retrouvent plus. Enfin, pour nous, je ne sais pas ce que cherche notre direction à restructurer à tour de bras comme ça, même sans suppression d'emploi, parce que ça, c'est anti-productif. Voilà. Entendu. Merci à vous pour cet éclairage Nokia. Vous aurez l'occasion de réintervenir. Il nous reste une vingtaine de minutes. Donc, alors, je propose de faire remonter un petit tour avant de passer la parole à David et Isabelle, parce qu'on a parlé d'expérience. Isabelle, tu en avais commencé à en parler de la notion de formation. Donc, c'est important. Ça fait partie des clés de motivation pour garder des salariés engagés dans leur entreprise et savoir pourquoi ils y sont et pourquoi eux aussi, pour leur pomme, ils peuvent aussi, dans le cadre de la formation, développer leur employabilité. Il y avait une question qui a été posée sur les histoires d'effets. Je ne sais pas si quelqu'un a une vue là-dessus, sur les effets des réductions des PSE sur les bénéfices des entreprises. Je la pose, mais sachant qu'en fait, en y réfléchissant 2 secondes, en la posant, c'est pas vraiment le sujet
de ceux qui restent. Voilà. Sinon, il y a une question dans le chat qui revient régulièrement par rapport à la problématique des conditions de travail. C'est la place des médecins du travail, notamment posée par Bernard Salengro, qui représente les médecins du travail de la CFE-CGC. Hein. La CFE-CGC est en force sur le chat. Mais l'articulation entre médecins du travail et représentants du personnel, peut-être Isabelle aura peut-être un regard là-dessus. Mhm. Donc, on va parler Isabelle, David, si vous pouvez nous expliquer un peu comment on a parlé d'expérience, la partie formation, François a parlé de capital humain. Alors ça, c'est une grosse notion, on y met un peu de tout et c'est comme un peu la bienveillance. Après, on a du mal à l'appréhender concrètement, cette notion de capital humain, etc. Et la formation en fait partie. Et comment on la mesure, comment on l'évalue, Isabelle? Ouais, alors il y a plusieurs éléments. Je pense que le suivi de la restructuration, il est aussi important que le moment où on consulte les partenaires sociaux sur la restructuration en elle-même. Et ce suivi, il peut se faire par plusieurs biais. Tout à l'heure, David parlait des commissions mixtes paritaires, dont le rôle est balisé et évident, mais il y a aussi un suivi longitudinal qui peut se faire notamment par les temps d'information-consultation et sur la situation économique et financière qui vont permettre de voir quels sont les gains par rapport à ce qui était prévu ou pas. Et puis la politique sociale, qui est une mission, une information-consultation qui existe depuis maintenant plusieurs années, qui permet au CSE et donc aux organisations syndicales de disposer d'un panorama complet de la politique sociale, qu'on parle des emplois, des compétences, de la santé, de la sécurité des salariés, de la rémunération, enfin tous les aspects peuvent être de la politique sociale, peuvent et doivent être pris en compte auprès des salariés, et ça peut être l'occasion justement de vérifier que la politique de formation qui a été mise en œuvre, elle est bien en adéquation avec le cap donné par la restructuration, sur la santé et la sécurité des salariés, on a bien des indicateurs qui sont en ligne. Et là, il y a les indicateurs qu'on peut connaître comme suivre l'absentéisme, etc. Mais il y a moyen aussi de faire des enquêtes auprès des salariés. Justement, nous, il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises d'intégrer dans une expertise de politique sociale, donc assez classique, un suivi d'une restructuration à 1 an ou à 2 ans. Comment les conditions de travail ont évolué pour les salariés? Quelle en est leur perception? Est-ce que leur charge de travail s'est accrue ou pas? Est-ce que leur stress au travail s'est accru ou pas? Et du coup, de pouvoir poser un diagnostic qui est porté devant l'instance et qui donc peut servir de base à de nouvelles négociations le cas échéant. Parce que nous, on estime que les analyses qu'on fait doivent servir le dialogue social. Donc, l'idée, c'est qu'on s'en serve pour négocier. Sinon, on peut produire des tonnes et des tonnes de données et de rapports si c'est pour que ça reste et que ça serve à caler des armoires. Ce qu'on disait souvent des volumes d'expertise avant, quand on imprimait tout. C'est pas très utile. Et il y a un élément en effet important, c'est de bien mobiliser l'ensemble des acteurs pour les instances. C'est-à-dire qu'au moment du PSE, c'est très important d'avoir un dialogue avec l'inspecteur du travail qui va valider ou homologuer le plan, et ne pas oublier dans le dialogue qu'on a avec l'inspecteur du travail justement de penser aux conditions de ceux qui restent. Parce que souvent, effectivement, on le mobilise en lui demandant de faire des injonctions pour que les conditions de départ soient à la hauteur des moyens du groupe, par exemple. Mais on peut aussi lui demander de faire des injonctions sur les conditions du projet, en fait, de mise en œuvre du projet pour les gens qui vont rester. Et puis, il y a effectivement la médecine du travail et tous les acteurs de la santé au travail qui peuvent être intégrés, évidemment, dans le dialogue social, en fait. Dernier point.
Ouais, pardon. Isabelle, quand tu parlais, enfin, je sais pas, c'est peut-être ce que tu voulais dire, mais la plus grande difficulté que vous avez à évaluer la politique de formation, ça veut dire quoi, ça? Oui, oui. Alors en fait, sur la politique de formation, ce qu'on observe depuis la dernière réforme d'il y a, enfin, c'est pas la dernière d'ailleurs, c'était l'avant-dernière, c'est qu'il n'y a plus de normalisation des informations sur la politique de formation. Avant, on avait un CERFA, la déclaration 2483, où il y avait un certain nombre d'indicateurs qui étaient normalisés, qui a disparu en 2014. Et depuis, les entreprises ont mis en place leurs propres indicateurs. Alors parfois, elles sont restées un peu calées sur ces indicateurs officiels, parfois pas du tout. Et il y a une grande hétérogénéité et donc une grande difficulté pour les équipes de représentants du personnel à lire, à pouvoir simplement lire ce que fait l'entreprise en termes de formation. Est-ce que les formations servent plutôt à adapter le poste ou plutôt à développer l'employabilité? Les définitions sont devenues assez floues et assez poreuses. Et puis en plus, on a un développement des formations en digital qui sont plus difficiles à comptabiliser et à suivre. Et donc, tout ça fait que la politique de formation est de plus en plus difficile à décrypter pour les représentants du personnel et voire même à suivre pour les directions. Nous, on est face à un certain nombre de directions qui ont du mal à comptabiliser et à produire des indicateurs sur le sujet. Donc, dans les négociations et dans le dialogue social, j'aurais tendance à dire qu'un préalable important pour ces questions d'employabilité, c'est déjà de se mettre d'accord sur de quoi on parle et comment on le suit. Entendu. Voilà. Parfait. Je t'ai coupé, tu voulais partir sur autre chose quand je t'ai… Non, non, ça va. Ok. David, là-dessus, Oui. sur la partie employabilité, formation. Alors, sur la partie employabilité, je reviens vraiment sur le sujet de ce que disait François, c'est-à-dire identifier les compétences en continu d'hier, d'aujourd'hui, de demain et considérer qu'il y a peut-être des nouveaux métiers, des nouvelles compétences à mettre en place. Il y a la GEPP au sens la mécanique RH, mais il y a aussi les personnes sur le terrain qui sont détentrices de toutes ces compétences, on va dire presque stratégiques. Essayons de créer parfois les conditions pour que ceux qui restent soient mobilisés d'une société des compétences de demain. Ça me paraît une évidence en tout cas, et on le partage avec beaucoup de nos clientèles. Donc on met en place avec eux ce fléchage des compétences de demain. Il y a un autre point, je voulais juste terminer là-dessus aussi sur le sujet du projet Rebond. Je parlais tout à l'heure d'utiliser le livre 2 pour le bonifier, le réactiver comme un projet porteur d'avenir. Il y a quand même un sujet, c'est qu'il faut aussi permettre au comité de direction de s'équiper d'outils de mesure, de suivi. Et il faudrait que ces outils de mesure, ces tableaux de bord, soient parfois partagés avec les managers et les équipes. C'est très compliqué pour les équipes qu'on accompagne sur le terrain de ne pas avoir de visibilité sur ce qui se passe à 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Enfin, nous, les salariés qu'on sollicite sur le terrain, qu'on va voir sur le terrain, nous disent « je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas ce qui se passe, je n'ai pas de feedback, de nourriture en retour ». Donc ça, c'est un point de vigilance dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Mais si on parle bien de mobiliser les personnels, les collectifs dans un sujet de restructuration d'incertitude, c'est encore plus vrai depuis la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises se rendent compte que les salariés demandent à avoir des repères. Donc voilà le deuxième point que je voulais ajouter sur ce sujet du rebond, en tout cas. Pardon. Entendu. Et merci. François, j'ai toujours ma question sur l'encadrement. Rappelle-nous ta question, David. Comment François, lui, perçoit-il ce que les managers nous disent sur le terrain, c'est-à-dire ce sentiment dans le rebond d'être parfois sursollicité et ce besoin d'avoir une prise en compte, une reconnaissance d'un travail qu'on leur demande. C'est-à-dire comment on les forme, comment on les outille pour accompagner ceux qui restent aussi. Je peux répondre là ? Tu as même le droit. Donc, là, ça va être l'occasion de faire on arrive à la fin de notre session. Ouais, donc, ça fera partir de ta prise de parole pour le tour de parole final. Vas-y. Ouais, ce sera mon dernier mot. Ça m'amènera à faire un peu un mot de conclusion et puis à tenter une réponse à la question qui était le sujet de la conférence d'aujourd'hui et qui est toujours en incrustation. Comment remobiliser ceux qui restent après une restructuration? Alors, je vois sur le chat le commentaire de Anne Guinaud, que je ne connais pas, mais qui mérite d'être lu. En général, l'entreprise met des fortes sommes dans l'accompagnement des départs, primes, cabinets, etc. et n'a plus un radis pour accompagner et remotiver ceux qui restent. C'est une très mauvaise gestion de l'investissement. D'une certaine façon, tout est dit. Parce que
Et je veux vous dire, alors peut-être que vous considérerez mon propos comme un peu pessimiste ou trop radical, mais finalement, moi je vous propose dans la typologie deux sortes de restructuration. Celles dont on a beaucoup parlé, qui sont les restructurations financières, dont le seul objectif assigné à la gouvernance est de maximiser les profits financiers pour une partie de ce que constitue l'entreprise. Ces restructurations-là affaiblissent l'entreprise et donc mettent l'encadrement en situation d'échec et donc de démotivation. Et dans ces cas-là précis, en vérité, moi, je ne vois pas de possibilité pour remobiliser ceux qui restent. Moi, je vous dis par expérience que si une restructuration, si un PSE prend son origine uniquement dans la motivation financière, elle laisse sur place des gens démotivés qui n'ont plus comme seul objectif que d'attendre l'autre restructuration, celle qui viendra derrière pour pouvoir partir avec. Ça, c'est la vérité du terrain. Je vous affirme que dans l'immense majorité des cas, c'est ce qui se passe. Mais il existe un autre type de restructuration, celle qui est nécessaire à ce que l'entreprise se développe. Et dans ce principe de restructuration qui est conforme à la vie, qui fait que les organismes, si on considère l'entreprise comme un organisme vivant, qui doit s'adapter à son environnement, dès l'instant qu'on lui met les moyens à cette restructuration. Et donc, c'est quoi? C'est des moyens en formation, c'est des moyens en équipe, tout simplement. On l'a parlé tout à l'heure, en sureffectif temporaire pour pouvoir assurer les transitions. C'est des moyens en investissement, que ce soit dans la recherche, dans le développement, dans le marketing, dans tout ce qui va avec, dans tout ce qui est créatif à l'entreprise. Eh bien là, on remotive les équipes. Et pour le coup, l'encadrement, il est forcément mobilisé parce que, et je vais finir là-dessus, qu'est-ce qu'on a appris ces 5 ou 6 dernières années? Qu'est-ce que nous ont appris la plus jeune génération, celle que Claude évoquait tout à l'heure, des jeunes ingénieurs de chez Nokia? Aujourd'hui, maintenant, les jeunes qui sortent des écoles, la tête bien faite, ils vont pas dans les entreprises uniquement pour gagner leur vie. Ça suffit plus, c'est terminé ça. Il s'agit pas d'aller dans une boutique pour faire carrière, avoir la grosse voiture et la belle baraque. C'est pas vrai. Maintenant, la nouvelle génération, elle a une exigence bien supérieure à cela. Elle veut savoir ce qu'elle va faire, pourquoi elle va le faire, en quoi ça va servir son projet individuel, son intégration dans une société pleine de dangers. Et cette vérité-là, qui est très particulière et qui prend forme au niveau de la jeune génération, eh ben, elle est vraie aussi finalement pour l'ensemble des salariés, quel que soit leur âge d'une certaine façon. Et moi, je vous dis que les entreprises qui n'ont pas compris ça, de toute façon, dans 20 ans, auront disparu. Et donc, pour finir, comment remobiliser ceux qui restent après une restructuration? Eh bien, ce sera, comment le faire? Eh bien, ce sera en faisant une restructuration qui a un sens par rapport au projet de l'entreprise, par rapport à sa raison d'être dans son environnement, un projet mobilisant. Merci François. Pascal, alors question ouverte par rapport à ce que vous avez pu entendre, votre rebond là-dessus par rapport à cette petite heure qu'on a passée ensemble? Alors, je conçois que notre expérience est très limitée en la matière. Quand j'entends les grosses restructurations qui étaient évoquées par Claude ou même par François. J'aime beaucoup ce qu'a dit François à la fin. Je pense qu'en effet, miser sur les employés qui restent, c'est fondamental. Il faut travailler sur l'engagement des collaborateurs et ça se construit, ça prend du temps, c'est difficile puisqu'on le vit, on n'a pas terminé, on sait qu'on a encore beaucoup de progrès à faire en la matière, mais en tout cas, on essaye, on fait tout pour y arriver. Donc, travailler sur l'engagement, ça passe par la communication, ça passe aussi par exprimer le fait qu'on veuille mettre le capital humain au centre vraiment de la stratégie de l'entreprise, et enfin par la formation, la gestion des compétences. C'est des leviers qui vont rassurer les employés, qui vont permettre, d'ailleurs d'une manière générale, pas forcément pour un rebond après un PSO, une restructuration, mais d'une manière générale, d'engager les collaborateurs pour l'entreprise. Il faut expliquer, essayer d'être le plus transparent possible, même si on ne peut pas toujours tout dire, parce qu'il y a des choses qui peuvent être mal interprétées, mais en tout cas, essayer d'être transparent, donner de la visibilité sur la stratégie. Je pense que tout ça, c'est important, et le faire avec un minimum de sincérité, si c'est possible, parce que ça aussi, ça se perçoit. Mais voilà, on a envie, en fait, mon sentiment, c'est qu'on a envie que les entreprises n'aient pas toujours l'image, et en particulier les dirigeants, comités de direction, etc., n'aient pas toujours l'image de capitaliste absolu dont l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Mais une entreprise, elle a aussi une responsabilité sociale. En tout cas, c'est ma vision de la chose et que je partage avec beaucoup de dirigeants. L'entreprise a une responsabilité.
on est dans un monde de la performance, on est dans un monde du capital parce qu'on en a besoin pour faire fonctionner l'économie, mais ça peut se faire avec un minimum de responsabilité sociale et sociétale, et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et tout ça, ça génère de l'engagement et ça aide au rebond quand il y a parfois des restructurations qu'il faut mener. Voilà un peu ma vision et mon sentiment. Merci. Et quelle est votre vision? On n'en a pas parlé, mais comme tout bout d'entreprise Tech Data, vous faites des enquêtes de climat social. C'est quoi la pertinence? Est-ce que c'est un levier de pilotage? Ouais, c'est un super levier, en fait, les enquêtes. Ça a été lancé par le groupe. On ne les fait pas en local, on les fait à grande échelle. Et on l'avait fait il y a 2 ans. On n'avait pas pu avoir des résultats locaux. C'était des résultats qui étaient généraux pour l'ensemble des employés. Donc, on avait des indicateurs, peu importe, différentes questions ont été posées, c'est fait par des cabinets spécialisés. Et donc, on a un indice de satisfaction, en tout cas d'engagement collaborateur, qui était moyen, qui était pas trop en dessous, mais pas non plus au-dessus de ce qui se fait en général. Et là, on l'a refait 2 ans plus tard avec tout ce qu'on a mis en place, puisque, encore une fois, depuis 2-3 ans, c'est la direction générale de l'entreprise qui prend un mouvement qui est plutôt très encourageant, en tout cas, de ma vision. Et on a refait une enquête récemment, il y a 6 mois, et on voit que l'indice de satisfaction a augmenté de manière assez importante. Et on a pu avoir des résultats locaux, ce qui aide, avec des axes d'amélioration qu'on peut identifier sur lesquels on travaille. Et c'est ça qui est bien, c'est que les questions sont tournées d'une telle façon que on a un retour sur des axes d'amélioration bien identifiés, sur lesquels non seulement on travaille, mais on communique aussi. Et encore une fois, je pense que c'est ça qui est important. Merci Pascal pour ce témoignage. Alors chez Nokia, la direction a lancé une enquête de climat social ou pas? Vous activez vos micros. Oui. Non, pas spécialement. Rouvrir. Micro. Non, on ne vous entend pas. Ouais. Voilà, oui, chez nous, on a y compris les enquêtes qui émanent du groupe, mais auxquelles plus personne ne croit. Je sais plus ce qui a été dit au début, puisque ce que les salariés s'étaient exprimés n'a jamais été pris en compte. Et pourtant, ils avaient été poussés à s'exprimer et ils avaient joué le jeu. Bon, nous, après, on a notre baromètre, on a l'enquête qui a été faite dans le cadre du PSE, où il y a eu énormément de répondants. Plus de la moitié des salariés ont répondu à l'enquête. Donc voilà, ça vous donne le climat social, on l'a. Malheureusement, je crois que notre direction française, elle est même un peu dépassée. Donc bon, il se passe pas grand chose. Nos managers, nos collègues managers, moi je partage tout à fait ce qu'a dit François. Ils subissent les plans décidés d'en haut et ils ont une place encore plus difficile puisqu'on leur demande après d'assumer auprès de les équipes les décisions auxquelles ils n'ont pas participé et qui consistent à supprimer des emplois dans leur équipe. Donc c'est assez schizophrène comme position à tenir. Voilà. Après, nous remobiliser ceux qui restent, je pense que François l'a dit, chez nous, malheureusement, l'espoir, il est au niveau 0. Surtout que ce qui se passe après chaque plan, c'est que ça ne se passe pas comme ce qui est décrit dans le livre 2. Il reste des charges beaucoup plus importantes à ceux qui restent. Donc, c'est de la surcharge de travail, des équipes désorganisées. Souvent, il y a encore beaucoup de support à faire dans les pays où le travail a été délocalisé, ce qui n'est jamais pris en compte dans le livre 2. Donc, ceux qui restent, ils savent que de toute façon, ça va pas être amusant, ça va être difficile, avec chez nous toujours une menace de nouveaux plans, puisque malheureusement, c'est le quotidien des salariés. Voilà. Je voudrais rajouter une chose par rapport à la remobilisation, notamment avec les jeunes salariés, enfin les jeunes ingénieurs qui sont en train de se bâtir, je dirais, leur carte de visite. Mon approche pour les remobiliser, c'est en leur disant, quel que soit votre avenir à court terme chez Nokia ou pas, faites-vous votre carte de visite, développez vos compétences, soyez le plus polyvalent pour la suite de votre carrière. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est le travail d'équipe, parce que quelque part, le lien entre les salariés d'une même équipe, il est primordial pour arriver à passer le cap difficile. Effectivement, on aura sans doute un prochain PSU dans 1 an, certes, mais si on arrive au moins à mobiliser les gens pour qu'ils développent leurs compétences et faire un bon travail d'équipe, ce sera toujours ça de gagner. Donc, c'est toujours gagnant-gagnant pour ces salariés.
Merci à vous pour retour d'expérience. Je profite, je vais faire remonter enfin c'est pas une question, de Fabrice dans les questions qui pointent par rapport au suivi de post-restructuration par rapport au schéma de l'organisation cible. Et Fabrice souligne le fait que dans les restructurations aussi, les services RH sont aussi bien déstructurés et souffrent. Et donc, ça obère d'autant plus leur capacité à accompagner le plan d'anticipation théoriquement prévu, théorique. Voilà, simplement. Et sinon, moi, voilà. Donc, petit mot de conclusion, synthèse à Isabelle et David. Il faut que vous activiez vos micros respectifs. Ouais. Isabelle, David. Je vais commencer. Je trouve très riche le dialogue de ce matin est très intéressant et assez porteur d'espoir finalement parce que on a commencé en parlant d'anticipation et effectivement c'est un peu le maître mot qu'on peut retenir de cette matinée. Anticipation sur la gestion des compétences et donc qui passe par un suivi régulier, anticipation sur l'évolution des conditions de travail qui passe aussi par un suivi régulier. Moi, je suis un peu plus mesurée sur la question des enquêtes groupes, les outils tels que Great Place to Work, etc., qui peuvent donner un indicateur, mais qui sont souvent trop macro et un peu déconnectés de la réalité quotidienne que vivent les salariés. Donc, c'est un indicateur, mais ça ne peut pas être le seul indicateur, je pense. Je pense que des enquêtes plus spécifiques pour accompagner le suivi des projets sont complémentaires et pertinentes. Et si elles sont co-construites avec les représentants du personnel, c'est encore mieux parce que, une fois encore, le but, c'est de pouvoir partager les constats pour pouvoir agir. Donc, ça me paraît important. Et puis, anticipation aussi des moyens qu'on donne aux équipes pour faire face à la restructuration, que ce soit les équipes sur le terrain ou le management, qui, là encore, dans les plans de restructuration, est souvent un peu oublié, en fait, et qui a besoin aussi de moyens pour pouvoir trouver sa place dans des circonstances où leur rôle est souvent modifié, en fait. Voilà. Merci Isabelle. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on arrive au terme. Donc merci Isabelle. Je me mets là. David. Écoutez, moi je vais garder en tête un mot qu'on a utilisé quelques-uns pendant cet échange, c'est l'optimisme en action. Voilà. Moi, j'ai pas de réponse unique, il n'y a pas de martingale, de recette miracle, comment remobiliser ceux qui restent après une restructuration. Je pense que ça fait partie de l'exercice des dirigeants que de créer les conditions d'un optimisme d'action. Ça passe par se donner des marges de manœuvre, raisonner mode solution, faire confiance aux équipes, très sincèrement, faire confiance aux équipes. Et puis, il y a un dernier point, on n'a pas parlé d'une autre partie prenante qui aide beaucoup à remobiliser ceux qui restent, c'est les clients. Et eux, ils sont dehors, mais c'est eux qui apportent l'activité de business. Donc, j'espère qu'un jour, on fera un sujet avec les clients aussi qui aide à conserver les entreprises en bonne forme. Tu élargis pour le moins le débat, là, c'est clair. Voilà. Donc, pour conclure, l'objectif, c'est avoir de la valeur ajoutée pour l'avenir, mais avoir aussi de la chaleur ajoutée dans le système des restructurations. Voilà. Ok, optimiste d'action à contrario d'optimiste BA, donc. BA ou le pessimisme, voir la crise sans en voir une opportunité de changer, comme disait François sur l'histoire des hydravions, c'est dommage, quoi. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a espoir pour tout. Hein. J'y crois, hein. Et je suis pas BA. Hein. Il faut, il y a matière en plus. Merci à vous tous pour vos interventions. Merci à Oasis Mobilisation, Oasis Consultant d'avoir porté ces deux rencontres avec Sextant Expertise. Je trouve que votre complémentarité sur des terrains différents sur le champ du social est intéressante à voir. Et merci à vous quatre pour vos interventions respectives. Compte rendu à suivre et prochain live, on n'a pas encore la date de fixer qui va arriver, qui va être encore un peu prolongement. On va s'intéresser aux restructurations masquées, c'est-à-dire celles qui sont justement au fil de l'eau, qui passent par des ruptures conventionnelles, des non-reconductions de CDD,
par l'intérim, tout ça, c'est de façon perlée. Et ce sont des restructurations dont on ne parle jamais. Et c'est le gros du morceau. Et donc, on prépare ça. Et d'ici 15 jours, vous aurez la notification pour vous inscrire. Donc, merci à vous. Et bonne journée à tout le monde. Bon week-end. Et à bientôt. Compte rendu à suivre. Merci, à bientôt. Merci à vous pour votre participation dans la salle, surtout. Et bonne journée. Et bonne fin de semaine à tout le monde. Merci. Au revoir Claude, Laurent, François, Isabelle, Pascal. Merci Salut. à tous. Au revoir. Je coupe.